La gravure musicale, dans sa forme originale, trouve ses racines en Europe au XVe siècle. Auparavant, nous avons vu que, pendant cette période, l'impression de partitions repose principalement sur deux techniques principales, l'utilisation de blocs de bois et celle de caractères amovibles. Mais, à la fin du siècle, parfois, comme c'est le cas pour les représentations graphiques comme les cartes ou diverses œuvres artistiques en général, des plaques de cuivre sont utilisées pour la musique, sur lesquelles des partitions inversées sont gravées à la main, avant d'être ancrées pour imprimer de nombreux exemplaires d'une partition originale. Cette technique a évidemment ses avantages, les plaques peuvent être stockées facilement dans un petit espace pour être réutilisées à tout moment. Cependant, cela nécessite d'avoir un graveur très qualifié, qui connaît aussi parfaitement la musique. Le graveur du XVe siècle doit être capable de lire un manuscrit et de le reproduire à l'envers sans aucune erreur, car la correction est difficile à faire, sinon impossible dans la plupart des cas. Et la situation ne changera pas avant plusieurs siècles. L'habileté de la main et de l'œil est donc requise et même fondamentale. La gravure de musique sur des plaques de métal semble avoir été pratiquée en Angleterre avant d'être utilisée en Italie ou dans tout autre pays. Elle commence sous le règne du roi James Ier. Les deux premiers graveurs de musique, en Angleterre, sont William et Robert Hall. William grave Parsignol, une collection de pièces dédiées à la fille du roi et écrite par trois compositeurs célèbres, William Byrd, John Bull et Orlando Gibbon. L'œuvre est publiée en 1611. Robert Hall a gravé un volume assez similaire. On peut également remarquer la présence de Nicolas Lanière, éminent musicien et graveur, qui est d'ailleurs le maître de musique du roi entre 1625 et 1666. La technique de la gravure devient populaire au XVIIIe siècle, mais lentement. Examinons la situation à Londres, par exemple. Au début du siècle, il n'y a qu'un seul graveur de musique, nommé Thomas Cross. La masse de travail importante et soignée requise par la gravure musicale, le coût des plaques et autres dépenses, font que l'utilisation de caractères amovibles pour imprimer la musique reste préférable pour les finances des éditeurs, bien que le résultat de l'impression soit inférieur en termes d'apparence générale et d'élégance. C'est cependant à cette époque que des imprimeurs hollandais découvrent un moyen d'adoucir le cuivre de manière à le rendre sensible à une impression de coups de marteau ou de poinçon, dont le point a la forme d'une note de musique. De nombreuses œuvres sont produites par ce procédé, et pendant plus d'un quart de siècle, à partir de 1700, les imprimeurs néerlandais ont de facto le monopole de cette méthode. Cependant, la difficulté d'obtenir de la musique provenant de l'étranger en Angleterre et la taxe élevée sur l'importation de cette musique sont des motifs suffisants pour essayer de reproduire la technique des éditeurs hollandais en Angleterre. La tentative comprend l'utilisation de l'étain à la place du cuivre pour fabriquer les plaques, car le premier matériau est plus maniable avec des poinçons que le second. Les éditeurs entreprenants qui mènent ces expériences jusqu'à la réussite sont John Walsh et John Eyre. John Walsh est actif à Londres depuis 1695 et, en fait, il réussit sur le plan financier car il commence à utiliser de l'étain au lieu du cuivre pour faire de la gravure musicale. Et il s'attire des compositeurs talentueux et renommés comme Rendel, qui lui commande l'impression de son opéra intitulé Rinaldo. La méthode de gravure mise au point par Walsh et Eyre est utilisée pratiquement sans aucune amélioration jusqu'au XIXe siècle, en Angleterre. Pendant ce temps, en Allemagne, des poinçons aux formes plus élégantes sont fabriqués et des éditeurs trouvent des moyens de réduire leurs coûts. Pour cette raison, de nombreux livres de musique gravés et publiés en Allemagne sont importés en Angleterre. Cependant, outre les supports d'impression, il semble que les aptitudes personnelles des imprimeurs doivent être prises en compte, si on veut évaluer la qualité de leur travail. On a dit qu'avec les mêmes poinçons, le fils de John Eyre, lui ayant succédé, assura une production d'une qualité supérieure à celle de son père. James Johnson, un graveur de musique prolifique d'Édimbourg, est actif pendant le dernier quart du XVIIIe siècle et la première décennie du XIXe siècle.
Il grave de nombreuses plaques de partitions de musique, dont celle des 600 chansons folkloriques anglaises réunies par lui-même et son ami, le poète Robert Burns, dans une anthologie intitulée Scott's Musical Museum. Cette anthologie est publiée en 1797 et se compose de 6 volumes. C'est un travail important, car une partie de ces matériaux influence des compositeurs comme Haydn et Beethoven. Le premier volume contient notamment des compositions écrites par Purcell. Notons que, pendant cette période, du moins en Écosse, la question du droit d'auteur n'est pas vraiment prise en compte. Le mélange de musique en provenance d'Angleterre et d'Écosse augmente, aboutissant à la création de pièces musicales dont on ne sait plus à qui elles appartiennent. Des collectionneurs recueillent des chansons qui étaient populaires en leur temps, sans se soucier de savoir d'où elles proviennent, chacun cherchant uniquement à rendre leur publication plus attrayante que celle de leurs prédécesseurs. Les chansons de musiciens anglais sont ainsi incluses dans des recueils élaborés en Écosse et les noms de leurs auteurs sont systématiquement supprimés, même lorsqu'ils sont toujours en vie. Bien que la paternité de ces chansons ait pu être connue de beaucoup au moment de la publication, elles tombent rapidement dans l'oubli. Ceci dit, les questions de droit d'auteur deviennent de plus en plus importantes au fil du temps, en lien avec la propagation de plaques gravées utilisées comme principal support d'impression. Au XIXe siècle, en Europe comme aux États-Unis, les éditeurs de musique prennent de plus en plus conscience des avantages de la gravure, dans une industrie de la partition de musique qui, au début du XXe siècle, est devenue globale. La concurrence internationale est féroce et, pour voir ses principaux enjeux, nous pouvons examiner un cas spécifique, la révision des lois sur le droit d'auteur faite en 1908 aux États-Unis. Des textes d'audience peuvent être consultés en ligne, textes qui, par exemple, nous permettent de connaître la situation d'un certain Henri Fronnefer, alors secrétaire de l'Union des graveurs musicaux. Il siège devant des représentants du Sénat en tant que représentant de cette association, afin d'essayer de les inciter à faire un léger changement dans les propositions législatives connues sous le nom de proposition de loi Currier et proposition de loi Kittredge. Le secrétaire commence à dire que, pour protéger l'industrie de la gravure musicale des États-Unis, il est absolument nécessaire que ces changements soient effectués. La raison pour laquelle M. Fronnefer propose cela est, selon ses dires, parce que certains éditeurs de musique font faire une grande partie de leurs gravures en Europe et, que ce faisant, ils ont réduit le travail des graveurs américains à 3 jours par semaine pendant environ 6 mois par an. M. Fronnefer dit que les graveurs américains ne peuvent pas rivaliser avec la gravure fabriquée en Europe, car cette dernière revient environ 50% moins cher, malgré les frais d'expédition, les plaques gravées en Europe passant par la douane à moindre frais, parce qu'elles sont estampillées sans valeur. Au cours de l'audience, M. Fronnefer montre des échantillons de livres de musique classique qui ont été gravés en dehors des États-Unis, mais qui ont été imprimés et protégés par le droit d'auteur aux États-Unis. Il ajoute qu'il a vu une boîte contenant plus de 200 plaques sur lesquelles ces partitions ont été gravées. Il suppose que cela dure depuis si longtemps, mais que l'association qu'il représente ne l'a remarqué que récemment. Il ajoute que la situation est grave car elle concerne environ 500 personnes. Un membre d'une autre association, l'association des éditeurs de musique, M. Nathan Burkan, qui, bien sûr, représente les intérêts de la faction attaquée par M. Fronnefer, dit que la déclaration de M. Fronnefer est incorrecte et qu'il n'y a pas un seul éditeur de musique américain qui envoie des manuscrits composés par des musiciens américains à l'étranger pour en faire graver les planches. En revanche, ajoute-t-il, il y a des éditeurs américains représentant des maisons étrangères qui vendent aux États-Unis de la musique publiée et imprimée en Europe, car la demande n'est pas suffisamment importante pour justifier des dépenses d'argent pour la gravure de plaques et l'impression d'éditions américaines. C'est une question qui intéresse principalement les éditeurs étrangers. M. Burkan prend l'exemple des opéras étrangers. Pendant cette période, aux États-Unis, la demande est très faible, de sorte qu'un éditeur étranger ne peut pas vendre plus d'une douzaine de partitions pour un opéra spécifique.
Par conséquent, il ne paiera pas pour faire graver des plaques spéciales aux États-Unis dans le but de vendre une douzaine de partitions. Et M. Burkan ajoute que plusieurs membres de l'association des éditeurs de musique sont concernés par de tels cas, dans lesquels le compositeur a droit à un droit d'auteur aux États-Unis. Et la loi elle-même. Toutes les propositions de loi concernées offrent de donner aux graveurs américains le monopole pour diverses techniques d'imprimerie, qu'il s'agisse d'impression à l'aide de caractères mobiles, de gravure, de lithographie ou de photogravure. Il ne nous appartient pas d'examiner ces propositions de loi plus en détail, mais il est clair que, dès le début du XXe siècle, la situation est complexe aux États-Unis, aussi bien pour les graveurs individuels que pour les grandes sociétés d'édition. Mais les Américains ne sont pas les seuls à se plaindre. Apparemment, au cours de la même année, les éditeurs de musique, en Allemagne, disent que, depuis 1903, leurs graveurs ont, eux aussi, de moins en moins de travail. Cela est expliqué par un éditeur américain spécifique, M. Benjamin Frank Wood, lui aussi présent lors de cette audience devant le Sénat américain. M. Wood ajoute qu'il peut montrer à tout le monde les prix que les éditeurs obtiennent en Allemagne et même qu'il peut être plus élevé qu'aux États-Unis. Plus généralement, M. Wood dit que si la législation américaine devient trop protectionniste, les pays d'Europe ne manqueront pas de réagir, le risque étant qu'ils n'achètent plus de partitions imprimées aux États-Unis. Au-delà des aspects financiers, il y a en conséquence un enjeu culturel dans ces questions. Ce débat spécifique sur les lois sur le droit d'auteur aux États-Unis montre la complexité du marché de la partition de musique depuis le début du XXe siècle, partout dans le monde, et aussi comment le fait de bénéficier d'une bonne offre par des graveurs de musique qualifiés et bien équipés peut, au cours de cette période, faire la différence pour les éditeurs de musique qui prétendent se positionner sur le marché global. On lit dans les propositions législatives de 1908 que certains avocats voulaient donner aux graveurs américains le monopole de la lithographie et de la gravure photo. Dans la prochaine vidéo de ce cycle, nous examinerons ce qu'est, dans ces grandes lignes, la lithographie et comment la technique a été utilisée par les éditeurs de musique. À bientôt sur ce channel. En attendant, puisque vous êtes professionnel de l'industrie de la partition de musique, nous vous signalons l'existence du moteur de recherche WayMusic, qui analyse la musique à l'aide de critères musicaux en se basant sur le contenu de près de 40 000 pièces de musique répertoriées dans la base de données de WayMusic. Aujourd'hui, les auditeurs de musique écoutent davantage de musique en une seule année que leurs ancêtres du XVIIe siècle durant toute leur existence. Cependant, les services de musique en ligne demandent à leurs utilisateurs d'avoir une requête précise à l'esprit lorsqu'ils introduisent des mots-clés, un titre par exemple. À cause de ces limitations liées au langage, il y a un écart entre les attentes de l'auditeur et ce qu'il reçoit, au niveau du contenu musical. Il ne suffit pas de taper le mot gay pour recevoir comme premier résultat de recherche une pièce de musique qui nous mettra automatiquement de bonne humeur. C'est encore plus évident dans un moteur de recherche général. Si un utilisateur écrit, dans la case de recherche, quelles sont les pièces de musique similaires au Sacre du printemps de Stravinsky, les résultats incluent des liens vers différentes interprétations du titre, des pages consacrées à la vie de Stravinsky ou à son œuvre. Cependant, aucun titre similaire au Sacre du printemps sur le plan musical n'est évoqué directement dans les résultats et aucun lien pour écouter cette musique similaire n'est fourni. Tout reste à faire. Idem pour votre musique préférée. Cela signifie que l'auditeur ne reçoit pas de réponse à sa question d'origine. Ni les moteurs de recherche généraux, ni les services de streaming, ne sont programmés ni pour analyser le contenu musical d'un titre et fournir les résultats à l'utilisateur, ni pour établir des relations directes sur le plan musical entre différentes pièces de musique. Ce n'est pas leur raison d'être, mais c'est celle de WayMusic. L'équipe de WayMusic est passionnée par sa mission, qui est de créer une innovation technologique dans le domaine de la musique qui a pour but d'aider tous les auditeurs de musique à la comprendre plus en profondeur.
développé par un ingénieur en informatique reconnu pour son expertise au sein de l'industrie du logiciel musical. wayMusic est davantage qu'un algorithme qui recherche des accords ou des mélodies, c'est le premier moteur de recherche musicale au sens plein du terme. Ensemble, renforçons les acquis de l'évolution technologique dans le domaine de la partition de musique et permettons-nous d'aller plus loin dans notre recherche. Nous vous invitons à tester wayMusic sur notre site internet.